En 1995, deux étudiants de Stanford, Sergey Brin et Larry Page, commencent à travailler sur un projet de moteur de recherche dans leur chambre universitaire. 3 ans plus tard, en 1998, ils s'installent dans un petit garage à Menlo Park en Californie, garage prêté par Susan Wojcicki qui deviendra plus tard CEO de YouTube. Leur ambition est simple, organiser l'information mondiale et la rendre universellement accessible et utile. Ils baptisent leur moteur de recherche Google, en référence au thème mathématique Google, qui désigne le chiffre 1 suivi de 100 0. 27 ans plus tard, Google est devenue l'une des entreprises les plus puissantes au monde. Elle est présente dans plus de 130 pays, emploie près de 180 000 personnes et compte 8 produits avec chacun au moins 1 milliard d'utilisateurs. C'est simple, personne n'a jamais entendu parler de Google. L'entreprise est régulièrement critiquée pour sa position dominante, sa gestion des données ou encore son influence sur nos comportements, mais elle est aussi entourée de mythes et de fantasmes autour de ses employés. Certains parlent même de secte. Alors que se passe-t-il vraiment derrière les portes de ce géant de la tech tentaculaire? J'ai eu la chance de travailler chez Google pendant plusieurs années. J'ai côtoyé ses leaders, utilisé ses outils internes, visité ses bureaux aux 4 coins du monde, et aujourd'hui je vais vous raconter tout ce que j'ai vu à travers mes yeux, à travers ma propre expérience. Chaque année, Google reçoit des millions et des millions de candidatures, mais seuls quelques pourcents sont retenus. Les entretiens sont longs, exigeants et peuvent parfois durer jusqu'à 7, 8, voire 9 étapes pour certains profils techniques. Personnellement, quand j'ai reçu mon offre, j'étais aux anges. C'était l'été 2016, j'avais 23 ans, et je partais en Amérique du Sud pour souffler un peu avant de rentrer dans la vie active. Quelques mois avant de partir, j'avais envoyé mon CV à plusieurs agences de pub et des startups parisiennes, mais sans grande conviction. Parce qu'en fait, j'avais qu'une idée en tête, travailler chez Google. Google, je les avais déjà croisés plusieurs fois sur mon chemin. D'abord au cours d'un challenge étudiant, ensuite au cours d'un stage où j'ai découvert la publicité Google Ads, et enfin au cours d'un déjeuner où j'ai eu la chance d'être invité dans leur bureau à Paris. Google me faisait rêver, mais comme beaucoup, je pensais que ce n'était pas fait pour moi. Je n'avais pas un CV incroyable, je n'avais pas beaucoup de contacts chez eux, et surtout j'avais déjà été refusé pour un stage. Et puis un jour, je suis tombé sur une offre et je me suis dit, tiens, là j'ai l'impression de cocher quand même pas mal de cases. J'ai longuement hésité, et puis j'ai postulé, de toute façon, je n'avais rien à perdre. Quelques semaines plus tard, j'ai reçu un message des RH de Google qui m'annonçait que Google me convoquait en entretien. J'étais super content, mais je savais que je n'avais qu'une seule cartouche, alors je me suis préparé comme jamais. Ce qui est bien avec Google, c'est qu'ils sont assez transparents sur ce qui est attendu de toi pendant les entretiens et pour le job. Donc en théorie, avec une bonne préparation, tu maximises les chances de réussite. J'ai donc contacté plusieurs employés sur Google que j'ai trouvés via LinkedIn. J'ai listé toutes les questions possibles et imaginables qu'ils pourraient me poser. J'ai répété mes réponses plein de fois, et puis j'ai passé mes entretiens. J'en ai eu 5 au total, dont 3 en physique. Pendant que je postulais chez Google, en parallèle, j'avais plusieurs entreprises auxquelles j'avais déjà postulé qui me proposaient des jobs. Et à chaque fois, je leur donnais la même réponse, je leur disais « Désolé, mais j'attends la réponse de Google ». Et au bout d'un moment, les entreprises en ont eu marre d'attendre, ou d'être le choix numéro 2, et j'ai donc fini par décliner 4 offres, les unes après les autres. La veille de mon départ en Amérique du Sud, je n'avais toujours pas de job pour la rentrée, mais j'avais une chance avec Google et ça me suffisait. Et puis le 22 juillet 2016, très précisément, alors que j'étais dans un bus de nuit en Colombie, je me suis réveillé en plein milieu de la nuit. Je savais qu'on était vendredi et qu'il était midi à Dublin, et que si une réponse devait arriver, c'était maintenant. J'ai donc activé la 4G, j'ai payé 42 € de hors forfait, et en ouvrant mes mails, j'ai appris la bonne nouvelle, j'étais pris chez Google. 2 mois plus tard, je m'envolais pour Dublin, et même si je savais que l'expérience allait être unique, j'étais loin d'imaginer à quel point elle allait changer ma vie. Quand on arrive chez Google, on rentre dans un monde complètement différent. Le campus est gigantesque avec des bâtiments qui sont tous interconnectés. Les bureaux sont extrêmement modernes et certains ont des terrasses avec vue sur toute la ville. Il y a une dizaine de restaurants gratuits en tout genre, allant de l'asiatique à l'italien en passant par un bar à salade. Il y a une salle de sport, une piscine, des salles de musique et même un coiffeur sur le campus. Et c'est blindé de monde puisqu'à l'époque il y avait 7000 personnes pour 69 nationalités et une moyenne d'âge de 27 ans. Tout est pensé pour attirer, garder et faire performer les meilleurs éléments du monde. Sauf que moi, quelques semaines auparavant, j'étais encore étudiant fauché qui se demandait ce qu'il allait faire de sa vie, et là, je me retrouvais à bosser avec certains des esprits les plus brillants de la planète. Je vais pas vous mentir, pendant longtemps, j'ai eu ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur. En gros, pour faire simple, j'avais le sentiment de ne pas être à la hauteur. Parce que chez Google, vu que tout le monde est très fort, être bon, ça ne suffit pas, et il faut être excellent pour se démarquer. Mais heureusement, il y a des programmes d'onboarding qui sont très bien faits, des coachings qui sont mis à disposition des nouveaux arrivants, des ressources à n'en plus finir,
devenir, et j'ai été très bien accompagné avec des managers à l'écoute et un cadre qui valorise l'entraide et la bienveillance. Le syndrome de l'imposteur est tellement fréquent chez les nouvelles personnes chez Google qui sont impressionnées par ce qu'elles voient, qu'ils en ont même fait des formations pour nous apprendre à le combattre. En peu de temps, ma courbe d'apprentissage a littéralement explosé et j'ai plus appris en quelques mois qu'en 5 années d'études. Pour remettre dans le contexte, quand j'ai démarré chez Google, j'avais 23 ans et j'étais déjà responsable d'un portefeuille de plusieurs millions d'euros de dépenses marketing, avec pour objectif de conseiller les CEO des marques que j'accompagnais sur leur stratégie. Donc forcément, quand on te donne ce niveau de responsabilité, tu prends confiance et peu à peu, la dynamique s'est inversée. Tous les doutes que j'avais ont laissé place à la soif d'apprendre, toute la pudeur que je pouvais avoir a laissé place à la curiosité et toutes les peurs que je pouvais avoir se sont petit à petit dissipées. J'ai longtemps pensé que le syndrome de l'imposteur était un handicap, mais c'est en réalité ce qui m'a poussé à me dépasser pour me sentir à la hauteur. Globalement, ma première année chez Google a totalement changé ma perception du monde de l'entreprise et ma définition de la notion d'ambition, parce que quand on te répète tous les jours que tu fais partie des meilleurs et que tout est possible, peu importe qui tu es et peu importe d'où tu viens, et ben tu finis par y croire. Au total, j'ai passé 3 ans chez Google à Dublin. Mais comme je travaillais sur le marché français, je faisais souvent des allers-retours entre Dublin et Paris, à la fois pour le travail et aussi pour voir mes proches. Et à chaque fois que je rentrais, j'entendais la même chose. Ça a l'air cool Google, mais c'est un peu une secte ton truc, non? Au début, je voyais pas trop à quoi il faisait allusion, et avec le recul, je comprends pourquoi certains disaient ça. Déjà, il y a les noms. Quand tu arrives chez Google, tu es ce qu'on appelle un Noogler, qui est la contraction entre New et Googler. Quelques mois plus tard, tu deviens ce qu'on appelle un Googler, donc c'est un salarié de Google, et quand tu quittes Google, eh bien tu deviens ce qu'on appelle un Xoogler, pour la contraction de ex-Googler, ce que je suis actuellement. Et ça peut paraître anodin, mais c'est pas simplement du vocabulaire interne, c'est une manière de s'identifier à un groupe. Soit tu fais partie du club, soit non. Ensuite, il y a l'environnement. Chez Google, tout est pensé pour que tu passes le moins de temps possible sur des tâches qui te dévient de ton travail. Par exemple, si tu as besoin de matériel, eh bien tu as un site interne sur lequel tu peux passer commande et te faire livrer un casque, un écran, des câbles directement à ton bureau. Le midi et le soir, tu manges gratuitement dans des restaurants qui sont excellents, voire meilleurs que ce que tu peux trouver à l'extérieur. Et à chaque étage, il y a ce qu'on appelle les micro-kitchens, où tu peux trouver des snacks, des boissons, du café à volonté. Mais ça ne s'arrête pas là. Si tu veux te couper les cheveux, il y a un coiffeur sur le campus. Si tu as besoin de te détendre, il y a une salle de méditation et de massage. Et si tu as besoin de te défouler, eh bien il y a une salle de musculation, une piscine et des douches qui sont nickel. Il y a aussi des espaces détente un peu partout, dans lesquels tu peux faire une pause entre deux réunions, avec des baby-food, des tables de ping-pong, des instruments de musique, et même des consoles, des livres et des jeux de société. C'est simple, c'est tellement bien fait qu'à la fin, tu préfères rester au bureau que être chez toi. Et c'est là que c'est du génie, parce que le travail devient ta vie. Tu bosses avec des gens qui sont intelligents et que tu apprécies, des personnes qui ont le même âge que toi, qui ont des centres d'intérêt communs, et donc tu finis par passer du temps avec eux, en dehors de Google, voyager avec eux, à habiter parfois avec eux. Et il y a aussi tout un tas d'événements organisés par Google qui renforcent encore plus les liens et qui font tomber les barrières pro. Donc forcément, il y a des amitiés qui se créent, il y a des couples qui se forment, et il y a même parfois des startups qui naissent chez Google. Quand j'étais à Dublin, je n'étais pas une exception, puisque mes colocs et mes amis étaient aussi mes collègues. Certains sont d'ailleurs restés des amis très proches avec qui je garde contact régulièrement. Et ce qui est encore plus fort, c'est que quand je rencontre quelqu'un aujourd'hui qui a travaillé chez Google, même si je ne le connaissais pas, eh bien il y a un truc qui se passe. C'est difficile à expliquer, mais il y a une sorte de compréhension un peu implicite, comme si on avait tous appris à parler la même langue à un moment dans notre vie. Alors est-ce qu'on peut dire que c'est une secte pour autant? Je ne sais pas, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a un sentiment d'appartenance qui est extrêmement fort. Ce qui m'a peut-être le plus marqué chez Google, c'est leur culture d'entreprise. Parce qu'on va pas se mentir, c'est plus qu'un modèle, c'est un cas d'école. Google, ils ont réussi à faire quelque chose d'exceptionnel, c'est de créer un environnement dans lequel on a envie de donner le meilleur de soi-même. Pas par peur, mais par envie, par fierté et par culture. Et à mon sens, il y a plusieurs choses qui expliquent ça. Déjà, la première chose, c'est les ressources. Il y a énormément de ressources disponibles chez Google, que ce soit des formations, du coaching, de la documentation, de l'accompagnement individuel. Tout est fait pour qu'on ne soit jamais laissé seul et que si on a besoin de monter en compétence ou de trouver une réponse à une question, on le puisse. Ensuite, il y a la culture du feedback. Chez Google, c'est presque une religion, donner du feedback, en recevoir, tout le monde y passe, peu importe son niveau hiérarchique. Que ce soit les managers, les juniors, les seniors, voire même le top level exécutive, le feedback est omniprésent partout et il est structuré et très bien encadré. Résultat, ça met tout le monde dans une dynamique bienveillante et d'entraide et ça pousse les gens à se tirer vers le haut collectivement. Il y a aussi les responsabilités. Ce qui est assez dingue chez Google, c'est que très vite, on te donne beaucoup d'autonomie. À seulement 23 ans, j'avais déjà énormément de responsabilités, comme j'expliquais tout à l'heure, et personne ne m'a jamais dit quoi faire. On m'a donné des outils pour faire mon travail au mieux, on m'a aidé quand j'en ai eu besoin, mais on m'a laissé très autonome sur la réalisation de mon job. Et ça donne une confiance énorme en soi. Mais dans tout ça, ce qui change vraiment la manière de penser des personnes chez Google, c'est un principe fondamental qu'ils appliquent dans tout ce qu'ils font, le Think
10x. Pour être précis, ce principe, moi je l'ai connu un petit peu avant d'entrer chez Google, quand j'étais encore en école de commerce, au cours d'un challenge étudiant. En gros, on était par petits groupes de 4 ou 5, et la règle était simple, propose une idée, mais pense-la x 10. En gros, si tu veux par exemple lancer un produit pour la France, eh bien pose-toi la question de comment le lancer partout dans le monde. Si tu veux créer une application avec 100 000 utilisateurs, eh bien demande-toi comment en viser 1 milliard. Ou si tu veux rentrer dans le top 10 de ton marché, eh bien réfléchis à comment devenir le numéro 1. Cette logique, elle est évidemment très américaine, mais elle est surtout très inspirante. Et en fait, quand ça vient de Google, eh bien c'est une saveur différente de quand c'est dit par des coachs un peu classiques en business. Parce que quand je suis arrivé chez eux, eh bien j'ai vu que ce mindset, il était appliqué absolument partout. Google, ils n'ont pas des objectifs de croissance, ils ont des objectifs de domination absolue. Et les résultats, ils parlent d'eux-mêmes. Ils ont 8 produits à plus de 1 milliard d'utilisateurs, ils ont 85% de parts de marché sur les réseaux de recherche, ils sont présents dans plus de 130 pays, et ils ont fait tout ça en 25 ans, quand on sait que certaines entreprises, même si elles se mettaient à plusieurs, elles ne feraient même pas la moitié de ça en plusieurs siècles. Donc le Think 10x chez Google, c'est pas juste un slogan, c'est une vraie philosophie, c'est une manière de réfléchir et c'est une manière de concevoir le monde. Ce qui est aussi intéressant chez Google, c'est que malgré le fait qu'aujourd'hui c'est une boîte avec 180 000 employés, ils arrivent encore à rester agiles. Et une raison à ça, c'est qu'ils font en sorte que tu ne sois jamais dans ta zone de confort. Par exemple, régulièrement, on changeait de bureau, on devait faire toutes nos affaires dans des petites boîtes et on devait changer d'étage ou changer de bâtiment. On changeait aussi de manager très souvent pour ne pas s'habituer à une personne. On était piloté par des objectifs trimestriels, semestriels et annuels, ce qui nous permettait de jamais s'endormir. Et notre travail était évalué en continu, que ce soit par nos clients, par nos pairs, et aussi à travers des enquêtes qui passaient en interne. Feedback is a gift, comme on dit chez Google. Cette agilité, elle est vraiment propre à Google, et c'est d'ailleurs ce qui lui permet aujourd'hui de continuer à être innovant. Il y a un principe assez célèbre chez Google qui s'appelle le 20% Project, qui permet à ceux qui le souhaitent de consacrer 20% de leur temps à une activité qui n'a rien à voir avec leur job directement. Ça permet aux salariés de connecter avec d'autres salariés au sein de Google, mais aussi de donner naissance à des nouvelles idées. C'est d'ailleurs comme ça que Gmail est né. Et enfin, dernier point sur la culture, c'est l'inclusivité. C'est bien une chose qu'on peut pas enlever à Google, c'est qu'ils sont précurseurs sur ce sujet. La parité homme-femme est respectée, les minorités sont extrêmement bien représentées, il y a beaucoup de diversité dans les profils, certains venaient des universités les plus prestigieuses et d'autres n'avaient pas le bac, et donc tout ça met les personnes dans un environnement qui est assez sain. Il y a d'ailleurs même un terme qui s'appelle la Googliness, qui correspond au fait de véhiculer les valeurs de Google et d'incarner le rôle modèle au sein de l'entreprise. Personne n'a jamais réussi vraiment à définir ce que c'est que la Googliness, mais en gros c'est un mélange d'être professionnel sans trop se prendre au sérieux, d'être bienveillant, curieux, positif, tourné vers l'entraide, et de ne jamais critiquer les autres gratuitement ou dans leur dos. Sur le point de la culture, je suis assez reconnaissant de mon expérience chez Google, parce que je trouve que ce qu'ils ont réussi à mettre en place à leur échelle est impressionnant, et je dois reconnaître que mon mode de pensée est grandement influencé par mon expérience chez Google, et que j'applique beaucoup de choses que j'ai appris dans cette entreprise à ma boîte actuelle. Alors une question qu'on me pose très souvent, c'est pourquoi avoir quitté Google? C'est une question légitime, puisque les salaires sont élevés, les conditions de travail sont incroyables, les jobs sont très intéressants aussi. Et bien après y avoir réfléchi, je pense qu'au final c'est un choix qui est assez personnel. J'ai beaucoup d'amis qui ont quitté Google au bout de quelques années, j'en ai d'autres qui y sont encore en Irlande ou en France et qui font carrière, et j'en ai encore d'autres qui sont toujours chez Google mais qui ont décidé de partir à l'autre bout de la planète, que ce soit en Asie, aux États-Unis ou autre, et de transférer en interne vers d'autres types de jobs. Me concernant, j'identifie 3 raisons qui m'ont poussé à quitter Google. La première, c'est que je trouvais que mes perspectives d'évolution étaient assez limitées et qu'il y avait tout doucement un plafond de verre qui se dessinait. La deuxième, c'est que j'apprenais pas autant qu'avant et donc j'avais aussi le sentiment de stagner. La troisième, c'est que philosophiquement, je me reconnaissais un petit peu moins dans la direction que prenait l'entreprise. Je trouvais notamment que c'était devenu un peu trop commercial et assez orienté sur les chiffres plutôt que sur l'accompagnement des clients. Mais surtout, depuis toujours, j'avais envie d'entreprendre et de voler de mes propres ailes. J'ai donc quitté Google en 2019, je suis allé travailler chez Meta pendant 2 ans et ensuite je me suis lancé dans l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, je suis le CEO et fondateur de Rhodes, qui est une agence de publicité spécialisée dans le e-commerce, et avec mon équipe, on investit chaque année des dizaines de millions d'euros dans la publicité Google et Meta, comme quoi on ne va jamais bien loin de la maison. Mais si je devais retenir une chose de mon passage chez Google, c'est que ça a radicalement transformé ma manière de fonctionner, de réfléchir, de travailler, et encore aujourd'hui, ce que j'y ai appris influence mes décisions. Est-ce que si c'était à refaire, je le referais? Je pense que oui, et que je ne changerais absolument rien. C'était Étienne,